d'un côté par la société de gestion d'actifs Mirova, 12 milliards et demi d'euros sous gestion, des investissements absolument tous tournés vers du développement durable, de l'éco-responsabilité, et également le spécialiste des stratégies digitales pour les entreprises qui s'appelle Faber Novel. Tout ça en partenariat avec BFM Business. Le premier débat, il y a une semaine, était consacré aux grands changements qui risquaient d'intervenir au terme du choc économique et de la crise sanitaire que nous rencontrons, risquaient d'intervenir d'ailleurs ou pas, c'était une vraie question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la relocalisation, de notre souveraineté, de notre dépendance ou pas à certains pays qui seraient excessives, sous le titre de la conférence d'aujourd'hui, qui a été définie comme telle, quand la crise sanitaire met en évidence la crise de notre économie. Vous verrez, ce sera tout à l'heure ma première question. Est-ce que c'est la crise sanitaire qui met en évidence une crise de croissance de notre économie? On regardera les nouvelles chaînes de valeur et de relocalisation. Avant d'accueillir mes 4 grands témoins que je vous présenterai d'ici un petit quart d'heure, je passe la parole à 2 experts pour ouvrir cette session. Aujourd'hui, on est ensemble pour un peu plus d'1 heure. Je pourrai découvrir l'ensemble de vos questions à la suite de notre débat et je les poserai aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais passer la parole d'abord à Thierry Veil. Il est professeur à Mines ParisTech. Il est conseiller de la Fabrique de l'Industrie. La Fabrique de l'Industrie est un célèbre think tank maintenant qui a été créé en 2001, notamment par Louis Gallois, et qui est dédié aux grandes questions industrielles. Et à ses côtés, pour réagir sur une quinzaine de minutes, Armelle Weissmann, qui est présidente du réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre, c'est une très vaste association de chefs d'entreprise. Ils sont 14 000 aujourd'hui, tous les ans, à accompagner bénévolement des créateurs d'entreprises. Association Réseau Entreprendre qui a vu le jour il y a déjà 34 ans. Donc Thierry Veil et Armelle Weissmann, c'est à vous. Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors, vous avez tous devant vous ou dans vos poches des objets bizarres qui sont un rassemblement d'équipements produits dans le monde entier, dans différents pays, assemblés très loin de chez nous, ce qui crée une certaine vulnérabilité. Si le Covid était arrivé jusqu'à Shenzhen, vous auriez dû attendre plusieurs semaines, ce qui est dramatique, pour avoir votre nouveau smartphone. Mais nous acceptons en général ces vulnérabilités à cause de tous les bénéfices qu'on tire de la mondialisation. Alors, bénéfices qui, certes, sont inégalement partagés, mais qui n'ont tout de même permis, depuis quelques décennies, une réduction énorme des inégalités entre pays, si ce n'est à l'intérieur des pays, une grande réduction de la pauvreté, une croissance de l'espérance de vie et des progrès vers les objectifs du développement durable. Malheureusement, cette mondialisation représente aussi un certain nombre de défis. Transparence suivante, s'il vous plaît, et j'en citerai 2. L'un que je vais évoquer très vite, car c'est Armelle Weissmann qui va vous en parler plus dans 3 minutes, le nivellement par le bas. Si les produits, les hommes, les capitaux peuvent circuler sans aucune contrainte entre des pays qui ne s'imposent pas les mêmes règles du jeu en matière de droit social, en matière d'environnement, en matière de fiscalité, alors il peut y avoir des distorsions de concurrence graves et les pays les moins scrupuleux vis-à-vis du droit du travail ou de l'environnement peuvent attirer à eux des productions, des capitaux pour le pire collectif. Mais, et c'est pour ça qu'il y a 1 siècle et 1 an, quand l'Organisation internationale du travail a été créée, elle disait dans sa constitution, s'il existe des pays où un minimum de droits ne sont pas garantis, alors il sera extrêmement difficile de faire progresser les droits des travailleurs dans les pays qui le souhaitent. Le deuxième point sur lequel je vais m'appesantir un peu plus, c'est le risque de dépendance et de perte de souveraineté. Lui non plus n'est pas nouveau. Il y a bientôt 50 ans, on a découvert que la concentration des ressources pétrolières dans quelques pays pouvait devenir un souci et que les prix pouvaient s'envoler. Plus récemment, on a vu au cours des 2 dernières décennies la Chine passer du statut d'atelier du monde à celui d'un pays qui n'a plus besoin de nous. Peut-être encore un peu de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, mais bientôt plus du tout de l'Europe et des États-Unis. Et indépendants, alors que nous sommes très dépendants, on le voit en ce moment, de production chinoise. Et ce n'est pas seulement la Chine, dès lors qu'une ressource, une matière première, une compétence, une étape critique de production est concentrée dans un pays, nous sommes à la merci d'une catastrophe naturelle, climatique, sanitaire ou d'une crise géopolitique. Donc, on entend de plus
de plus en plus souvent dire, nous devrions relocaliser un maximum de choses, transparence suivante s'il vous plaît, dans nos pays. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible. Certaines ressources naturelles n'existent pas en France et il faut bien trouver quelque chose à offrir à ceux auxquels on veut acheter ces ressources, mais il y a tout de même au moins deux voies sur lesquelles on peut travailler. L'une, Carmel Weissmann et bien sûr Jean-Louis Chaussade commenteront avec beaucoup plus de compétences que moi, c'est le fait d'utiliser au maximum le potentiel des circuits courts et de l'économie circulaire. Bien sûr, tout ce qu'on produit en recyclant nos déchets, on n'a pas à l'acheter à l'extérieur et c'est autant de gains d'indépendance. Et je vais plutôt commenter d'autres, c'est-à-dire le fait qu'on peut dépasser le choix entre dépendre de pays étrangers ou devoir produire localement des choses à faible valeur ajoutée dont en général on n'a pas besoin en grande quantité, comme les masques chirurgicaux par exemple, en disposant, transparent suivant, d'un outil de production flexible et facilement reconfigurable. Et c'est déjà ce qu'on fait, mais qu'on ne fait probablement pas à une échelle suffisante. Aujourd'hui, Tuan, un producteur de textiles techniques, reconvertit ses usines pour produire des masques. Michelin, avec des méthodes de fabrication additive métallique, fait des moules permettant de fabriquer des visières pour les personnels de santé et les travailleurs. Les parfumeurs produisent du gel hydroalcoolique. Et les gens qui savent souder de la tôle et mettre dedans un peu d'électronique et quelques moteurs font des respirateurs. Donc tout ça fonctionne dès maintenant, pas assez, et en renforçant cette capacité d'agilité, de flexibilité de notre industrie, on peut éviter d'avoir en permanence des capacités de production dédiées à des productions sans grande valeur ajoutée ou sans grande demande habituelle. Alors évidemment, il faut un certain temps pour faire ça, donc il faut un minimum de stock, mais plus notre tissu industriel est agile, robuste et dense, plus il permet de faire ça. Et je laisse la parole à Armelle qui va nous parler d'autres solutions. Merci Thierry. Effectivement, je viens compléter cette introduction avec ma double casquette, celle de présidente du réseau Entreprendre Paris et celle d'entrepreneur dans le secteur du développement durable. Alors, il y a des incitations qui sont évidemment pas nouvelles, mais dont on a l'écho plus fortement récemment, à travers notamment les sujets environnementaux et particulièrement le fait qu'il commence à être globalement acquis que calculer ces émissions de gaz à effet de serre sans prendre en compte celle de toute la chaîne de valeur est assez contre-productif. Et donc aujourd'hui, quand on commence à regarder le sujet de l'adaptation au réchauffement climatique, eh bien, on calcule les émissions de gaz à effet de serre aussi importées et les entreprises qui s'engagent, et il y en a de plus en plus, qui souhaitent se mettre en route vers une trajectoire de réduction importante des émissions de gaz à effet de serre, regardent le sujet de la relocalisation très fortement. Autre élément, et Thierry en a parlé tout à l'heure, évidemment les sujets des enjeux sociaux. Alors on n'a pas suffisamment de temps pour développer, mais je voudrais faire un petit point de focus sur le devoir de vigilance qui a alerté suite à la catastrophe du Rana Plaza, qui a mis le point de responsabilité sur le donneur d'ordre final et donc mis l'ensemble des entreprises devant la nécessité de se préoccuper des conditions de travail de l'ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur. À ce titre-là, les études récentes montrent qu'il y a une grande méconnaissance de cette chaîne de valeur, puisque un peu moins de 30% de l'ensemble des acteurs et sous-traitants sont connus des donneurs d'ordre. Et donc, en mesure de risque, disons que le contrôle de cette chaîne de valeur peut se faire plus facilement en relocalisant. Et puis, il y a évidemment les enjeux de formation et d'évolution rapide et des connaissances et compétences à prendre en compte qui interroge sur ce qui paraissait, il fut un temps intéressant sur la baisse des coûts de main-d'œuvre. Eh bien aujourd'hui, voilà, la question est remise en balance. Et puis, troisième point qu'on entend beaucoup, donc le sujet de la résilience des territoires, avec des appels à la souveraineté, qui sont des termes qu'on n'avait pas vraiment vus aussi fortement depuis 40 ans, avec un appel à peut-être à une nouvelle forme de protectionnisme
je ne vais pas développer ici, mais des éléments intéressants qu'on entend sur la souveraineté alimentaire, sur la souveraineté évidemment des minerais, puisque le sujet des matériaux critiques est important, puisque la Chine occupe un rôle fort et on voit bien qu'on ne peut pas aujourd'hui construire une batterie, construire un téléphone sans faire appel à ces minerais qui ne sont pas pour la plupart basés chez nous. Et puis, on se rend compte qu'il y a une très faible capacité productive des villes qui entraîne derrière un gros impact sur le territoire, puisque la valeur que pourrait apporter à l'ensemble du territoire des villes qui fabriqueraient, qui relocaliseraient, n'existe plus. Voilà. Alors, ces éléments qui incitent à réfléchir à la relocalisation sont les mêmes qui incitent à penser une relocalisation un peu différente. Alors, je viens le slide d'après. Puisqu'en fait, il y a un effet miroir, c'est-à-dire c'est le match retour. C'est de la même manière que c'est un enjeu que d'avoir externalisé une grande partie de sa chaîne de production. Bien, pour la relocaliser, il ne s'agit pas juste de relocaliser la production pour exporter derrière. En fait, il s'agit d'inventer des modèles, d'encourager plutôt des circuits courts de proximité, Thierry l'a dit tout à l'heure, peut-être de rapprocher les centres de production des centres de consommation. On est sur des modèles, on va dire, de manufacture globale, c'est-à-dire de petits centres de production un peu partout, plus proches et plus accessibles par l'ensemble des consommateurs. Et puis, alors je vais aller assez vite puisque je vois le temps qui passe. Il y a évidemment sur les enjeux environnementaux, eh bien, une question, c'est-à-dire que si on relocalise une partie de la production, une partie des extractions, une partie de la production dans les sols, eh bien évidemment, il y a des effets sur la biodiversité qui sont très importants. Et qui nécessite une vraie réflexion, et donc d'où les débats aujourd'hui sur la relocalisation ou la réindustrialisation verte, qui ne peut pas se faire dans les mêmes conditions qu'elle se serait faite il y a 30 ou 40 ans. Et puis troisième point fort, évidemment, et ça c'est les opportunités qu'offre l'économie circulaire aujourd'hui, avec la possibilité pour de nombreuses industries aujourd'hui justement de commencer à se passer des matières premières pour utiliser de plus en plus de matières recyclées. Deuxième point, évidemment, le sujet des enjeux sociaux, avec un sujet qui est de faire accepter aux consommateurs la juste distribution des rémunérations, puisque la main-d'œuvre est sans doute plus chère, et il faut permettre à chacun de vivre de son métier. Et on voit des modèles aussi très intéressants. Je cite par exemple C'est qui le patron, qui a mené une étude en montrant qu'à hauteur de 4 € par an par foyer, en fait, on pouvait justement rémunérer un producteur de lait ici sur nos territoires. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a des réflexions autour du coût complet, et donc le consommateur est partie prenante de cette logique globale de relocalisation. Et sur les enjeux sociaux, eh bien, quand je disais match retour, c'est pas parce qu'on relocalise une partie ou toutes des activités qu'il faut abandonner des pans entiers de notre géographie. C'est-à-dire il faut réfléchir à quelles seraient les économies de substitution pour des pays qui vivent intégralement de l'export de leurs matières premières. Et puis enfin, le troisième point du match de retour, c'est l'enjeu de résilience des territoires. Évidemment, on ne relocalise pas n'importe où, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Et il y a un enjeu de s'appuyer sur des territoires qui facilitent ce qu'on appelle l'effet multiplicateur local, c'est-à-dire de faire en sorte que ça rayonne dans le territoire, ça l'enrichit, ça développe des compétences et des savoirs. Et donc, ce qui signifie développer une écologie industrielle à l'échelle des territoires, c'est-à-dire réfléchir en termes de filières, en termes de savoir-faire. Et à ce titre-là, eh bien, évidemment, alors c'est ma casquette réseau entreprendre qui parle, mais il y a un rôle très, très important des entrepreneurs et des petites unités de production qui jouent un rôle aussi de préparation, de pionniers, de facilitateurs pour des plus grosses entités qui souhaiteraient relocaliser une partie de leurs activités. Et puis, un enjeu très fort qui est de développer massivement, que ce soit auprès des consommateurs, auprès des entrepreneurs, la culture du circuit local pour apprendre à acheter de manière plus responsable. Dernier slide, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais juste conclure avec un petit retour d'expérience. Alors, vous l'aurez compris, hein, le terme relocalisation, c'est un terme qui est compliqué parce qu'en fait, c'est un mot valise. Est-ce qu'on parle de relocalisation, de reterritorialisation? Est-ce que la relocalisation, c'est la même chose que les circuits courts? Est-ce qu'on parle d'une relocalisation totale? On l'a vu, elle n'est pas possible, évidemment, mais partielle. Et dans ce cas, quels éléments de la chaîne de valeur? Est-ce qu'en fait, à travers relocalisation, on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire? Voilà, donc c'est un mot qui englobe énormément de questions, j'imagine, qui vont être posées et visitées pendant le débat.
Et donc, le petit retour d'expérience, j'ai été amenée à accompagner deux types d'acteurs. Un premier acteur sur la relocalisation d'une filière végétale, même une filière florale. Et ce qui est important, c'est de se dire, il y a quand même un élément de réflexion et d'investissement fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut relocaliser une filière, alors là, c'est réimplanter même une filière, eh bien, le travail, c'est d'abord de vérifier est-ce que les sols sont compatibles, la culture est-elle possible, les savoir-faire sont partis, donc il faut les recréer, il faut accepter qu'il faut du temps pour les recréer et faire évoluer ces savoir-faire. Et puis, évidemment, avec une vraie question sur quel type de débouchés et comment est-ce qu'on peut réfléchir à la question des débouchés avant même celle de la production. Et puis, deuxième sujet, en ce moment même, il y a un projet qui s'appelle Tricolore qui s'interroge sur le redéploiement d'une filière laine. Et bien là aussi, on se rend compte que redéployer une filière laine, ce n'est pas juste penser sur la filière laine, mais évidemment, il faut penser à la filière ovine, puisque aujourd'hui, la laine est un coproduit qui n'est même pas vendu, puisque nous n'avons plus de filature. Et donc, on voit bien que la question de la relocalisation entraîne, d'un secteur, entraîne des questions sur des secteurs conjoints annexes. Et donc, les réflexions à mener sont à mener à l'échelle de la terre, avec un petit T et puis un grand T, des matières premières, mais aussi des filières, des territoires et puis des avancées technologiques. Et elle embarque des collaborations qui sont totalement nouvelles, que ce soit entre fournisseurs et donneurs d'ordre, que ce soit sur un même marché, que ce soit dans une réflexion avec les collectivités ou même autour d'un certain nombre de sujets autour des communs. Et donc, à ce titre-là, je finirai par ce mot. Les entrepreneurs ont un rôle et le prennent d'ailleurs à bras-le-corps. On voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives, alors certaines plus médiatisées qu'elles ne sont réelles, mais enfin bon, en tout cas qui font avancer ce sujet, et un sujet qui est à prendre encore une fois loin de l'apparente simplicité que revêt ce simple mot. Voilà, je me tais et je vous laisse débattre de tous ces enjeux. Merci à vous deux, Thierry et Armelle. Vous avez été parfaitement dans les temps. Vous aviez 15 minutes. Vous avez fait pile 15 minutes. Je vous présente les 4 grands témoins qui vont être avec moi pendant la demi-heure qui suit. Et puis, je découvrirai vos questions et elles seront posées. D'ailleurs, vous restez avec nous, Thierry Weil, Armelle Walsman, pour éventuellement réagir au moment des questions. Aujourd'hui, je serai avec Alexandra Dublanche, qui est vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, chargée du développement économique, de l'attractivité, de l'agriculture et de la ruralité. Nous aurons 2 patrons de multinationales. Jean-Louis Chaussade, qui est président du conseil d'administration de Suez, entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Bonjour Jean-Louis Chaussade, bonjour Alexandra, je vous avais passé. Bonjour. Et également Denis Ranc, tout fraîchement tout fraîchement ancien président du conseil d'administration d'Airbus Group. Et enfin Adrien Gégère, bonjour Adrien. Bonjour. Directeur général de l'Occitane, bonjour Denis Ranc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ma première question, le premier thème que je vais aborder, c'est cette musique qui s'est installée depuis quelques semaines sur le Covid-19. La crise sanitaire serait en fait la maladie de la mondialisation, une forme de maladie du capitalisme. Alors, je rappelle quand même que la crise que nous vivons n'est pas une crise qui est née d'un dysfonctionnement de l'économie. Ça n'est pas une crise qui est née d'un dysfonctionnement de la finance, comme ça peut être le cas en 2008. On vit bien effectivement un choc économique qui est né d'une maladie qui a entraîné un choix politique. Le choix politique inédit qui a été celui de mettre l'économie totalement à l'arrêt pour préserver les services hospitaliers et éviter la saturation des services de réanimation. C'est bien comme ça que les choses se sont déroulées. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du monde d'après, plus rien ne sera comme avant. Et c'est justement le premier thème sur lequel je voudrais vous faire réagir, Denis Ranc et également Jean-Louis Chaussade, mais après nous sommes tous amenés à pouvoir nous exprimer. Et je reprends le thème de la conférence telle qu'elle a été prévue aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Denis Ranc, que la crise sanitaire met en évidence la crise de croissance de notre économie? Je crois que la crise sanitaire, en effet, n'est pas du tout une crise du système économique. Elle est simplement un révélateur de la vulnérabilité de notre système à ce qu'on appelle la mondialisation. Il n'y a aucun phénomène nouveau là-dedans. Il y a simplement la révélation. Les caméras et les regards se tournent vers des vulnérabilités qui étaient déjà existantes. Alors, ce que j'aime bien dans la notion de crise de croissance, c'est que c'est une maladie de l'adolescence. Donc, loin de moi l'idée de penser que notre monde est vieux. Notre monde est encore plein d'avenir et plein de possibilités. Simplement, l'adolescence, on sait, ça passe par quelques sursauts, quelques ajustements. Donc, pour ma part, on reviendra certainement sur le thème, mais je pense qu'il est sans doute très tôt, et beaucoup trop tôt encore, pour tirer toutes les leçons de tout cela. Elles seront forcément très diverses, on y reviendra sûrement. Elles seront certainement aussi à décliner entre court, moyen et long terme. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de relancer
ce grand adolescent malade qui est l'économie mondiale et qui est, si je puis dire, en arrêt cardiaque. Et quand il est en arrêt cardiaque, on se préoccupe d'abord de rétablir la circulation sanguine et la respiration avant de voir s'il n'a pas une petite maladie nerveuse qu'il faudrait soigner. Donc, mais bien entendu, ces questions de court terme seront dépassées. Pour l'instant, elles masquent des évolutions à plus long terme sur lesquelles nous reviendrons. Jean-Louis Chaussade, je vous pose la question à peu près, enfin, c'est le même sens de question, je vais la poser dans des termes différents, mais comment vous accueillez cette… Parce que si on parle aujourd'hui, là, nous, ensemble, en direct, de relocalisation, c'est parce que c'est installé aussi l'idée que la crise que nous vivions, c'était aussi une crise du capitalisme, une crise du libre-échange. Vous avez vu que certains, comme Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, ont appelé à un Grenelle du monde d'après, comme si tout demain devait être différent de ce que nous avons connu hier. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il faut dans cette crise beaucoup de modestie. D'abord parce que nous avons été globalement et collectivement incapables de véritablement la prévoir. Et je pense que parce que nous sommes globalement en train de chercher quelle va être la sortie de demain. Alors, on parle d'une crise d'adolescence. Moi, je pense que la mondialisation, ça a été dit tout à l'heure, a apporté énormément de solutions, en particulier à améliorer de manière très significative la vie de milliards d'individus sur la planète. Donc, on ne peut pas non plus jeter le bain et j'allais dire le bébé avec l'eau du bain. Bon, en revanche, on voit aussi ses limites. Je rappelle que des crises, des pandémies, nous en avons eu au cours du XXe siècle plusieurs. Elles n'ont aucune, et d'ailleurs d'intensité probablement supérieure à celle-ci, et aucune n'a provoqué un tel effondrement économique. Ce qui veut dire que celle-là, elle a montré effectivement une grande fragilité sur laquelle plusieurs intervenants ont déjà mis le doigt, à savoir que l'interdépendance de toutes nos économies, le fait que nous travaillons, si je puis dire, sans filet, dans des chaînes de valeur qui sont totalement à la fois dépendants de différents pays, de différents fournisseurs, et en même temps en flux tendu, c'est-à-dire pratiquement sans aucune réserve. Et quand on voit le problème des masques, tout à l'heure on parlait, on pourrait les relocaliser, on aurait pu aussi avoir quelque part quelques millions ou dizaines de millions ou centaines de millions exactement de masques disponibles dans nos ateliers. Des choix ont été faits entre, si je puis dire, disponibilité des réserves et coûts. Et donc je pense que cette énorme secousse économique maintenant que nous avons doit nous faire repenser un certain nombre d'éléments des chaînes de valeur, mais ne pas considérer que la mondialisation est une horreur en soi. Elle a apporté, et elle nous apporte encore beaucoup d'éléments très, très positifs. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre d'autres éléments, mais je pense que relocalisation, production industrielle, chômage versus emploi, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser pour ce qu'on appelle le monde de demain. Mais vous me direz tout à l'heure, Jean-Louis Chaussade, de manière très concrète, dans quelle mesure ce que nous vivons a déjà commencé à entraîner des questions sur la manière dont vous allez organiser l'entreprise, des changements structurels qui pourraient intervenir. Après ce thème de la maladie de la mondialisation, point d'interrogation, tel que je me l'étais imaginé, je vais passer à un deuxième thème sur ce Covid-19, la victoire du Made in France et des circuits courts. Et là, je donne la parole à Adrien Gégère. Adrien Gégère, est-ce que ce que nous vivons, ce que nous venons d'évoquer dans l'introduction avec Thierry et Armelle, est en train, j'ai envie de dire, de valider l'intégralité du modèle de l'Occitane, un modèle d'écosystème local, une proximité des chaînes de valeur qui serait un facteur de résistance, un facteur d'efficacité, avec derrière le sentiment d'être plus en adéquation avec ce que l'on peut rêver en termes de partage équitable de la valeur. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais qu'on regarde un peu sous un angle différent et notamment quel est le rôle de l'entreprise. J'allais y venir plus tard, Adrien, mais vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. L'entreprise, son rôle, c'est de, à mon sens, créer de la valeur pour son écosystème. Et en ce sens, je pense qu'on pourrait parler finalement plus de localisation que de relocalisation. Puisque l'enjeu, c'est de créer la valeur là où elle est présente. Et finalement, ne pas regarder la localisation comme une contrainte ou quelque chose qui pourrait éventuellement aller contre la mondialisation, mais comme une solution qui pourrait nous permettre de créer de la valeur là où on est présent. Et effectivement, l'Occitane, avec beaucoup d'humilité, illustre le fait que localiser est aussi générateur de performance
et un accélérateur du développement de l'entreprise. Donc en fait, vous êtes en train de m'expliquer, Adrien Gégère, que le business model de l'Occitane, c'est le Made in France, que le Made in France, c'est donc possible de créer de la valeur, c'est donc possible de créer des emplois, c'est donc possible de créer de la richesse sur le territoire français aujourd'hui. On évoquera tout à l'heure, par exemple, les atouts de l'Île-de-France, mais on connaît bien évidemment les rigidités et les freins qui peuvent peser sur des choix d'industrialisation sur le territoire français par rapport à d'autres territoires. En fait, alors juste pour replacer dans le contexte, l'Occident-Provence est présent dans 90 pays donc c'est aussi une boîte qui est mondiale. La France représente que 8% de notre chiffre d'affaires. L'idée, justement, quand on parle de localisation, on va parler même de multilocalisation. C'est-à-dire que, par exemple, au Brésil, on a commencé à faire découvrir aux Brésiliens la richesse de leur propre biodiversité en produisant sur place des produits comme on sait le faire en Provence, mais à base de la biodiversité locale. Et l'enjeu, justement, c'est de faire redécouvrir au monde, grâce à des écosystèmes locaux, la richesse de leur territoire. Et là-dessus, on peut continuer aussi, parce que même quand on travaille à moindre mesure en Asie, aux États-Unis, on est là aussi en train de chercher, avec des acteurs locaux, comment on peut créer de la valeur aussi sur place. On n'est pas uniquement là pour vendre la France aux États-Unis ou en Asie, mais pour enrichir leur pays. Adrien, si j'ai bien compris, ça veut dire que quand vous vendez au Brésil, vous produisez au Brésil. Quand vous vendez aux États-Unis, vous produisez aux États-Unis. Si vous vendez en Asie, vous produisez en Asie? Alors, j'aimerais bien. Ça sera mon rêve ultime. Malheureusement, aujourd'hui, on a bien sûr un certain nombre de contraintes et une réalité et une histoire. Mais demain, par exemple, si je reviens sur le Brésil, aujourd'hui, je vends au Brésil un produit à base de beurre de karité. D'accord. Le beurre de karité, il vient du Burkina Faso. Alors, comme on essaye de donner un maximum de valeur aux femmes du Burkina Faso, on va leur demander pas non seulement d'aller chercher la noix, mais aussi de transformer la noix en beurre. Donc déjà, c'est pour nous quelque chose de très important parce qu'on veut garder la valeur au maximum sur le territoire. Maintenant, vendre un produit à base de beurre de karité au Brésil, alors que sur place, il y a du mandacaru qui est tout aussi efficace, pour moi, ça n'a aucun sens. On fait des allers-retours entre le Brésil et la France pour aller transférer une matière première qui, d'une autre manière, s'exprime ou existe localement. Donc, pour moi, dès que localement, on peut trouver des solutions locales, il faut y aller. Je me tourne vers Alexandra Dublanche, région Île-de-France. Je vais être très concret avec vous, Alexandra. On parle de relocalisation. D'abord, les mouvements de relocalisation existent déjà. Ils ne sont pas soudainement à venir à la suite de cette crise sanitaire. Ce sont des mouvements qui sont déjà engagés, notamment sur le phénomène de la robotisation, la volonté d'être le plus près possible de sa propriété intellectuelle. Est-ce que la région Île-de-France a une stratégie du Made in France, du Made in Île-de-France, une stratégie du circuit court? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez totalement intégré? Alors, tout à fait, et je voudrais rebondir sur des choses qui ont été dites, notamment par Armel Weissmann. Moi, je suis en charge à la fois du développement économique et aussi de l'agriculture. Donc, je donnerai ces deux exemples. Sur l'industrie, depuis qu'on est à la tête de la région avec Valérie Pécresse, c'est vrai qu'on essaye d'attirer, déjà de maintenir une industrie locale et d'en attirer aussi, en se disant on ne va pas faire preuve de défaitisme face aux 16 000 emplois industriels perdus tous les ans, mais au contraire s'appuyer sur nos atouts. On est la deuxième région de France en termes de nombre d'emplois industriels et essayer de créer un écosystème favorable. Pour le local, la même chose. On essaye et j'espère que cette crise peut-être va aider à faire avancer certains sujets. C'est le sujet du jour. Par exemple, sur le local côté agriculture, on essaye, nous, de pousser avec une marque Île-de-France des produits, le lait Île-de-France, etc. Et on a beaucoup de mal parce que le consommateur, et je rejoins Armel Weissmann sur le rôle du consommateur, dit vouloir du local, mais arrive au supermarché et prend le moins cher venu d'Espagne. Et donc, nous, on essaye effectivement de créer des filières locales. Si je prends l'exemple de l'agriculture, les bovins d'Île-de-France, les agneaux d'Île-de-France, ce lait, mais on arrive difficilement à le promouvoir. Et là, en ce moment, on voit un énorme retour au local, y compris des consommateurs qui sont obligés de trouver des moyens d'approvisionnement.
Et mon unique espoir, c'est que ces mouvements durent, puisque quand vous échangez avec les commerçants, ils sont un peu sceptiques, par exemple, en disant effectivement, on déborde de travail et c'est très positif, mais la fromagère qui m'explique que quand la queue aura disparu au casino d'en face, est-ce que les consommateurs continueront à venir chez elle? Donc nous, notre rôle collectivité publique, c'est évidemment d'aider à ce que ces mouvements se renforcent et se maintiennent. Donc tout ce qui est sur le côté industriel, nous travaillons déjà étroitement avec la présidente, avec les filières, donc, que nous, on estime stratégiques pour la région, puisqu'il faut s'appuyer sur nos atouts et pas essayer d'aller sur des secteurs où, voilà, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc je pense à l'aéronautique, enfin tous les secteurs à forte valeur ajoutée, l'aéronautique, l'automobile, par exemple, le médicament, où évidemment, on a vu les manques. Et côté agricole, essayer, par exemple, les commerçants à se numériser. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui s'en sortent mieux que d'autres, c'est ceux qui ont des plateformes numériques. Et pareil, c'est des mouvements qu'on a essayé de pousser pour faire face à la concurrence des grandes surfaces. Et on n'y arrive pas vraiment, les commerçants n'ont pas le temps, ont d'autres priorités. Et là, ils voient que c'est essentiel. Donc, il y a des mouvements qui ont été initiés là en ce moment, qui s'initient en ce moment, qu'on va essayer de faire perdurer. Et si je vois ça d'une façon un peu plus large que le secteur économique, je pense aussi à l'éducation. L'éducation, nous avions équipé la moitié des élèves lycéens d'Île-de-France, puisque on a proposé aux lycées, les lycées ont choisi de passer au tout numérique. On l'avait fait pour une raison simple, ça a été beaucoup décrié, voilà, le tout numérique, Valérie Pécresse, etc. Mais la raison était aussi les fractures numériques. Il y a des élèves en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, qui n'ont que ça pour travailler, tandis que d'autres ont 3-4 ordinateurs à la maison. Et là, on se rend compte que c'est des sujets majeurs dans la continuité pédagogique. Donc, il y a tout un tas de sujets de compétences aussi publiques que nous essayons de pousser dans ce contexte sur le long terme. Alexandra, je demanderai à Denis Ranc et Jean-Louis Chaussade dans un instant ce que concrètement les événements que nous avons vécus depuis un peu plus d'un mois désormais ont pu commencer à entraîner comme changement durable et structurel chez eux. Très concrètement, Alexandra Dublanche, quels sont les atouts aujourd'hui de l'Île-de-France pour quelqu'un qui se poserait des questions sur ses choix futurs en termes industriels et en termes économiques? Alors évidemment, bon, je ne vais pas vous faire tout le topo de la région Île-de-France, mais la région Île-de-France, même ceux qui sont déjà connus. Première région économique d'Europe, 40% de la recherche française, 25% des étudiants. On a un écosystème d'innovation et de recherche formidable. Et donc, nous, on essaye de renforcer, de mettre en avant ces atouts avec notre agence d'attractivité, notamment quand on essaye de faire s'implanter des usines dans notre territoire et dans tous les territoires. Là aussi, je reviens à ce qui a été dit précédemment, l'importance des territoires. On travaille beaucoup sur les territoires d'industrie qui ont été lancés par l'État. On en a 9 en Île-de-France. Moi, par exemple, je suis élue de toute la vallée de la Seine, Poissy, etc. Et donc, on essaye sur ces territoires de favoriser. Alors, ça peut passer par des aides financières, ça peut passer par de l'aide au recrutement quand une relocalisation veut se faire, l'aide également à la recherche de foncier qui est particulièrement difficile dans notre région. Et donc, nous, on est en accompagnement de ces mouvements-là et de valorisation d'un écosystème par filière, par territoire et de le mettre en avant pour attirer au maximum. Et si après, il faut également une aide financière publique, on le fait à chaque fois que c'est possible et que cela est nécessaire. Je vous donne un exemple qui est intéressant. L'année dernière, on a aidé Iris Oyama, grand groupe japonais, s'implanter à Lieusaint en Seine-et-Marne. Donc vraiment, on a une vision. Voilà, je suis aussi en charge de la ruralité. On veut couvrir toute l'Île-de-France et pas seulement Paris et la Défense. Et donc voilà, cette entreprise, par exemple, aujourd'hui, nous l'aidons à transformer un peu ses lignes de production pour produire ces fameux masques que tout le monde réclame et pour l'instant, les approvisionnements sont surtout chinois. Et donc voilà, nous, on est en soutien, en organisateur, en mise en relation des territoires qui ont du foncier et des entreprises et en facilitateur pour Voilà. Denis Ranc, cet événement que nous vivons a-t-il déjà mis en évidence des failles dans la chaîne d'approvisionnement d'Airbus? C'est une question très concrète pour un industriel. Curieusement, oui, mais pas là où on s'y attendait. S'il fallait le dire en une phrase, je dirais que le virus vient de Chine, mais les ennuis, pour l'instant, viennent de chez nous. Et donc, il ne faut pas regarder ces questions de relocalisation avec de trop courtes vues. Ce qui affecte Airbus aujourd'hui, ce n'est pas la Chine. La Chine s'est arrêtée pendant 15 jours. C'était prévu le nouvel an chinois, plus 8 jours de plus. Et notre production chinoise a repris dès la fin février, à peu près au rythme normal. Et les fournisseurs pour Airbus venant de Chine ne sont pas un problème aujourd'hui. Ce qui est un problème aujourd'hui, ce sont les fournisseurs européens et singulièrement français
qui ont été affectés par les mesures qui ont été prises pour confiner le virus. Donc les réponses ne sont pas évidemment très simples. À très court terme, je dirais, ce qui a impacté Airbus ou d'autres entreprises, c'est le confinement des personnes. Ça, c'est à l'échelle des semaines. On en est pratiquement sorti, on est en train d'en sortir. À l'échelle des quelques semaines qui viennent, ça va être comment organiser les productions pour les rendre sanitairement sûres. Et pour Airbus, on est en train d'apporter la démonstration que c'est possible, mais c'est possible à un rythme évidemment ralenti. La troisième conséquence, elle est plutôt à l'échelle de quelques mois, c'est que les entreprises vont devoir faire face à la crise économique qui va se traduire de façon diverse selon les secteurs. Mais par exemple, pour Airbus, aussi longtemps que les avions de nos clients, lignes aériennes, sont clés au sol, il est évident qu'ils ne vont ni commander, ni même prendre livraison des avions nouveaux qu'on leur fournit. Donc, nous avons ajusté la production en amputant à peu près d'un tiers, sans savoir très bien si c'est suffisant ou s'il faudra l'ajuster dans un sens ou dans l'autre. Mais un tiers, c'est considérable. Si vous linéarisez ça par rapport au nombre de personnes d'Airbus, ça représente des dizaines de milliers d'emplois. Et la question à plus long terme, qui est complètement masquée évidemment par les trois court et moyen terme que j'ai indiqués, c'est est-ce qu'à plus long terme, cette crise donnera lieu à des changements de comportement dans les gens qui voyagent? Est-ce qu'on préférera le Cantal ou l'Île-de-France plutôt que la Thaïlande? Est-ce qu'on privilégiera, et ça c'est presque certain, les téléconférences plutôt que les voyages d'affaires? Quel sera donc l'impact durable? Aujourd'hui, on n'a pas d'analyse qui nous laisse penser que ce serait profondément changé, mais on peut imaginer que le rythme de croissance à moyen terme du passager international va être affecté. Mais ce n'est pas pour l'instant la priorité. Je dirais ça c'est l'épaisseur du trait. Pour l'instant, on a fait un très grand coup d'ajustement à la baisse et ma foi, on est plus à quelques pourcents près. Jean-Louis Chaussade, très concrètement, même question de votre côté. Qu'est-ce que ça a pu entraîner comme prise de conscience, comme modification, d'ores et déjà dans vos choix stratégiques, dans vos chaînes de valeur, dans votre organisation? Ou au contraire, le traitement des déchets, le traitement de l'eau est une activité locale qui justement ne s'est pas vraiment arrêtée parce que c'est une activité essentielle. Enfin, quelles sont les conséquences concrètes que ça pourra avoir par la suite sur l'organisation d'une entreprise mondiale comme la vôtre? Bon, alors d'abord, effectivement, Suez est à la fois une entreprise locale et globale, puisque nous exerçons nos métiers localement, comme vous venez de le dire, et qu'on ne transporte pas l'eau au-delà de quelques kilomètres. Donc, nous avons notre activité, elle est impactée par la nature des décisions qui ont été prises dans chacun des grands pays dans lesquels nous travaillons, que ce soit la Chine, les États-Unis ou la France. Alors, l'impact, évidemment, il s'est traduit de deux manières différentes, mais je voudrais simplement dire que c'est surtout en Europe que cet impact est fort, et tout particulièrement en France. Quand le PIB de la France pratiquement est divisé par deux, les volumes de déchets dont vous parliez tout à l'heure ont été divisés eux aussi par deux. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir sur notre activité. L'impact est beaucoup moins fort sur l'eau, puisqu'on en consomme évidemment quasiment toujours autant, sauf qu'à partir du moment où les populations ne se déplacent plus, à partir du moment où on ne va plus faire du sport d'hiver, on ne va plus sur la Côte d'Azur, etc., il y a toute une série d'endroits où le tourisme consommait de l'eau, il n'en consomme plus, donc nous sommes nous aussi impactés. Donc globalement, nous sommes évidemment beaucoup moins impactés qu'un Airbus, mais nous sommes impactés. Alors quelles sont les mesures ou les conséquences que l'on voit immédiatement? Évidemment, on s'aperçoit qu'on peut vivre en voyageant beaucoup moins, on peut vivre en faisant du télétravail, donc on peut réorganiser probablement la manière de travailler, et on va évidemment le faire à la fois pour réduire nos coûts et nous adapter à la nouvelle situation. Je pense quand même que, si je puis dire, le tout big data, en tout cas, imaginez qu'on va traduire beaucoup de nos activités par beaucoup plus de télétravail, beaucoup plus de téléconférences, on va s'apercevoir qu'il y a au moins deux limites. Il y a une limite qui devrait être l'humain. Je pense que les gens auront besoin de se voir, de se parler, de se toucher, même si aujourd'hui on ne peut pas le faire. Et puis, la deuxième chose, c'est quand même tout ce qui tourne autour de la sécurité informatique. Et il ne faudrait pas qu'on remplace le coût de nos voyages par un coût astronomique de la sécurité et de l'informatique. Et donc, il y aura forcément, mais je ne suis pas capable de dire dans quelle proportion, il y aura forcément des équilibres à trouver
entre les différents risques auxquels nous avons être confrontés. Mais je vous ai donné en quelques minutes quelques-unes des conséquences directes que nous avons supportées, des conséquences que nous allons en tirer. Je voudrais ajouter simplement 3 points qui sont Allez-y, essentiels. assez rapidement, s'il vous plaît, parce que le temps file, hein, je ne vous le cache pas. D'accord. Eh bien, simplement, je veux dire qu'il faut compter de plus en plus sur les équipes locales. Donc, tout ce qui tourne autour de la formation, de la préparation des équipes, de leur autonomie est un sujet majeur. C'est-à-dire qu'il faut un meilleur partage du savoir-faire. Et je pense que la mondialisation continuera sur la finance, c'est-à-dire qu'elle permettra à des grandes entreprises d'acheter ou de vendre des actifs en fonction de l'évolution de leur marché. Voilà. Je me tourne vers vous, Alexandra Dublanche, et je terminerai probablement par une question sur l'économie circulaire, notamment pour Adrien Gégère. Je vais être très concret, et Armel Weissmann a commencé à évoquer le sujet tout à l'heure. OK, relocalisation, réindustrialisation, l'Île-de-France a des atouts. Maintenant, c'est relocaliser quoi? Quel type d'activité? De l'industrie pure? Enfin, je vous pose les questions pêle-mêle et vous répondrez parce que vous allez comprendre le sens de ce que je veux vous demander. Est-ce qu'on fait sortir des usines de terre en Île-de-France? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre disponible pour ça? Est-ce qu'on a la place en Île-de-France pour imaginer des vastes retours d'industrie? Est-ce que les populations locales sont prêtes à vivre ça? Sont prêtes à vivre éventuellement les aggravations en termes de pollution que peut supposer un retour d'activité industrielle important? Est-ce qu'elles sont prêtes également à supporter potentiellement une hausse des prix, voire une diminution de leur pouvoir d'achat au nom de cette vertueuse relocalisation? Voilà, la question est très vaste, mais je vous laisse y prendre les éléments qui vous semblent importants pour y apporter une réponse. Tout à fait. Alors, nous, je pense, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est pas repartir sur toute relocalisation de toute industrie, c'est bâtir sur nos forces actuelles pour davantage relocaliser, donc sur des secteurs tels à forte valeur ajoutée, tels que, je vous disais, l'aéronautique, l'automobile. On réfléchit beaucoup aussi à la santé. C'est des filières qu'on avait évidemment déjà en ligne de mire avant cette crise et on veut accélérer le process. C'est relocalisation, mais c'est aussi aider nos industries actuelles à se transformer, à passer à l'industrie 4.0. Alors, je sais que c'est une tarte à la crème, mais c'est ce qu'on fait quand même depuis 2 ans en essayant d'accompagner nos industries, nos PME actuelles, locales, industrielles, à grandir déjà, à se transformer et à moderniser leur chaîne de production. Donc, tout ce travail est relié. Et puis, c'est aussi des industries où je pense qu'il faut qu'on se focalise en Île-de-France, où la R&D joue un rôle très important. Encore une fois, bâtir sur nos forces. Je ne suis pas sûre que demain, on va se mettre à faire des masques papier partout en Île-de-France. Je pense que ça ne serait pas forcément là notre valeur ajoutée, mais travailler sur ces filières plus stratégiques. Et par exemple, alors sur l'acceptation des habitants, c'est toujours effectivement un compromis. C'est-à-dire, par exemple, là, on va financer l'installation du grand laboratoire de maintenance prédictive d'Air France. Eh bien, on explique aux habitants que, 1, ce sont des milliers d'emplois à la clé et que 2, être leader sur cette thématique, c'est important aussi pour l'attractivité de notre région. Donc, on n'hésite pas à le faire et à le faire comprendre aussi aux habitants, parce qu'il y a des conséquences évidemment en termes d'emploi. Donc, je pense que, après, sur la question d'est-ce que le consommateur ou le citoyen est prêt à payer davantage, ça, c'est un vaste sujet et il y a une dichotomie totale entre les sondages d'opinion « je veux du local » et le comportement effectif. Donc ça, c'est vraiment très complexe et je suis incapable de vous répondre. Nous, on veut pousser à cela, que ce soit pour l'agriculture ou pour des produits industriels, mais ça, c'est un changement de mentalité long terme. Est-ce que cette crise l'aura fait débuter ou est-ce qu'on va revenir aux pratiques anciennes? Je ne peux pas vous le dire à ce stade. Nous, on voudrait pousser pour que cette transformation se poursuive, bien évidemment. Adrien Gégère, le Covid-19, l'avocat de l'économie circulaire, est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes un défenseur de l'économie circulaire, qu'on va aller plus loin? Déjà, peut-être que vous pouvez nous rappeler en 2 mots ce qu'est l'économie circulaire. Certains en ont fait leur métier, je pense notamment à Paprec, mais tout le monde ne connaît pas cette notion. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vraiment plus loin dans ce domaine? Et avec peut-être effectivement derrière la question du pouvoir d'achat qui est une question clé. Je l'espère profondément et je rejoins le message d'Alexandra à ce sens qu'on va avoir une évolution de notre consommation. L'économie circulaire pour nous c'est un enjeu fondamental effectivement puisque notre ambition c'est de régénérer notre écosystème et en ce sens on doit se permettre de
donner une seconde vie à nos déchets, à ce qu'on produit, et notamment, je pense à nos déchets plastiques. Et en ce sens, nous, chez l'Occitane, on s'est engagé pour 2025 à 3 fois 100%, c'est-à-dire 100% de nos plastiques produits à base de 100% de plastique recyclé et 100% de nos magasins qui sont capables de collecter les déchets plastiques pour ensuite les recycler. On travaille aussi sur des usines sèches pour limiter notre consommation d'eau, puisque c'est aussi ça qui est en jeu. Et plus globalement, on s'inspire beaucoup, en fait, finalement, de la nature, puisque la nature est un exemple constant autour de nous d'économie circulaire, puisque rien n'est jeté et tout est transformé et réutilisé. Et la question du pouvoir d'achat? La question du pouvoir d'achat est essentielle. Et effectivement, pour nous, alors nous, on est une marque qui vend des produits à forte valeur ajoutée, c'est des savons qui coûtent 9 € ou 5 €. On n'est pas distribué en grande surface. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'expliquer à nos consommateurs pourquoi ce produit est un peu plus cher, parce que justement, notre ambition, c'est de créer de la valeur pour le territoire, pour la collectivité, et pas uniquement de leur vendre le produit le moins cher. Donc, ce qu'on essaye de proposer à nos clients, finalement, c'est un produit qui a du sens. Et ce qu'on espère, et je rejoins les mots d'Alexandra, qu'au fur et à mesure, et on le voit déjà, on va avoir un changement de comportement et que finalement, acheter un savon 5 € qu'on utilise une fois par mois, enfin qu'on rechange une fois par mois, c'est OK comme investissement. On n'est pas obligé d'aller toujours chercher un maximum de produits et de continuer à consommer le plus de choses possible, le moins cher possible. Une dernière question, elle sera. Alors, ceux qui nous envoient des questions, je commence à les voir arriver. N'envoyez pas des romans, s'il vous plaît, parce que c'est à peu près inexploitable. Essayez vraiment de poser une question précise et concise. La dernière question sera pour Jean-Louis Chaussat. Ce sera une sorte d'introduction au 4e débat Recovery qui aura lieu, je pense, dans 15 jours, qui évoquera le rôle social de l'entreprise. Je vous le dis très franchement, Jean-Louis Chaussat, il y a quand même il y a un peu d'hystérie autour de ces thématiques. Le monde d'après n'aura plus rien à voir avec le monde d'avant. Alors, relocaliser, produire local, les circuits courts qu'on vient d'évoquer avec Adrien Gégère, tout penser différemment. Vous voyez, je vais un peu plus loin que la musique. Est-ce que désormais, vous y voyez la responsabilité, une nouvelle responsabilité que les entreprises devront à l'avenir assumer? Est-ce que ça va rentrer dans les fameuses normes ESG ou enfin toutes les normes sociales et responsables? Jean-Louis Chaussat, il faut brancher votre micro. Il ne nous entend pas. Oui, voilà. Excusez-moi. Ce sera le mot de la fin, après on prend les questions. Le rôle social de l'entreprise est en train d'évoluer. D'ailleurs, quand vous voyez le comportement d'un certain nombre d'entreprises en ce moment pour à la fois essayer de protéger leur écosystème, c'est-à-dire de sous-traitants, protéger leurs clients, protéger en particulier les clients les plus faibles, etc. Et toute une série de missions additionnelles que les entreprises se sont ajoutées, si j'ose dire. On voit bien que dans une période très troublée comme celle que nous vivons, les entreprises ont compris que leur rôle n'est pas simplement de fournir du dividende à leurs actionnaires, même si c'est un rôle important. Donc oui, le rôle de l'entreprise évolue. Il n'attendra pas. La crise peut l'accélérer, mais c'est un mouvement qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus, je dirais, intense, et qui vient du fait que si on veut créer du lien dans une société, on s'aperçoit que l'État ne peut pas tout, et en particulier en France, et que les entreprises peuvent faire beaucoup. Et que dans la mondialisation, les entreprises ont un jeu majeur à jouer. Alors, sur la relocalisation dont vous avez parlé, moi, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir. Relocaliser, oui. Vos interlocuteurs ont dit quoi? C'est un vrai sujet. Comment? Ce n'est un autre. Et finalement, moi, je pense qu'il faut lutter contre la désindustrialisation de la France, qui est descendue à peu près 10%, alors que la moyenne européenne est à 20% du PIB. Je pense qu'il faut remonter, mais il faudra aussi en accepter l'ensemble des conséquences. On va créer de l'emploi, mais on va aussi créer des coûts. On va avoir des coûts qui risquent d'être plus élevés que ceux que nous aurions eus en important de loin. Donc, le rôle de l'entreprise, pour terminer, est essentiel. Ce n'est pas qu'un rôle financier, loin de là. Et de ce point de vue-là, l'évolution qui a déjà été entamée
va s'accélérer. Ça, j'en suis absolument convaincu. On a toute une série de questions. Je vais donc passer à la série des questions. Je vais commencer avec une question que vous venez d'évoquer finalement, Jean-Louis Chaussade. Et alors, apporte une réponse, tenez-vous prêt à apporter un élément de réponse, y compris Thierry Veil et Armel Weissmann, qu'on n'a pas entendu depuis le début de cet échange avec nos 4 grands témoins. Mais cette question, à mon avis, est centrale. Dans quelle mesure, elle est posée par Olivier, dans quelle mesure est-il réaliste de parler de relocalisation dans un pays comme le nôtre, et Jean-Louis Chaussade vient de rappeler la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, dans un pays comme le nôtre qui a tant perdu de sa culture industrielle ces dernières décennies? C'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on peut imaginer remettre des industries qui ont totalement quitté le territoire, des activités sur lesquelles il n'y a plus aucune base industrielle existante? Alors, qui a un avis là-dessus, qui veut s'exprimer? Je veux bien commencer. Alors, allez-y, Denis Ranc. Pour avoir été président pendant des années du Cercle de l'industrie, dont la fabrique est une création, je crois que la réponse est oui, de toute évidence. Et l'exemple d'Airbus ou de d'autres, ou de l'Occitane, le montre bien. Il faut trouver le bon créneau et se mettre dans des produits que l'on fait mieux que les autres. Et je crois que le problème d'Airbus, ça ne va pas être de se relocaliser. Airbus est une entreprise mondiale par essence. Elle est mondiale par ses effectifs, elle est mondiale par ses clients, elle est mondiale par ses produits qui servent précisément à voyager. Donc nous allons certainement revisiter un petit peu, sans doute à la marge, les éléments les plus critiques de notre supply chain, mais nous n'allons certainement pas bouleverser le modèle mondial d'Airbus. Nous aurons encore des fournisseurs américains, des fournisseurs chinois, indiens, ne serait-ce que parce que pour avoir accès à ces produits-là, on est obligé de créer de la valeur locale. Donc nous devons être locaux partout. Nous avons fait une ligne de production en Chine pour que nos avions aient l'air chinois. Mais réalisons bien quand même aujourd'hui que 80% de nos effectifs sont dans les 4 pays européens, les pays mères d'Airbus, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne, 80% des effectifs, alors que 80% de nos ventes se font en dehors de ces 4 pays. Donc le modèle est encore très, très largement bénéfique pour notre Europe. Une question, alors elle est encore pour vous, j'ai envie de dire, mais prendra la parole qui veut. Vous avez parlé de l'adolescence de l'économie tout à l'heure, je crois, Denis Ranc. Alors, il y a une question de Infusio qui dit, si l'économie est adolescente, en fait, ne va-t-elle pas bientôt arrêter de grandir, arrêter de croître? Sous-entendu, nous serions arrivés à la fin d'une histoire, si je le traduis différemment. C'est pour moi. C'est pour vous, c'est pour qui a envie d'apporter un élément de réponse, peut-être Thierry Veil, je ne sais pas. Thierry, allez-y peut-être là-dessus. Moi, c'est plutôt sur la question précédente. Alors, allez-y. Une des raisons de maintenir en France une industrie forte, c'est, on l'a vu, pas forcément pour être capable de produire tout, mais pour avoir un outil de production qui se reconfigure. Aujourd'hui, les gens qui fabriquent des respirateurs, c'est parce qu'il y a encore des techniques il y a encore des Valeo, des PSA, des Air Liquide, des Schneider Electric en France. Et je voudrais dire, la question se pose particulièrement dans une industrie comme la pharmacie. Ça fait des années que l'Académie de pharmacie et d'autres alertent sur le fait qu'on est en grave dépendance et que c'est logique si l'Inde doit gérer une épidémie chez elle, qu'elle commence à servir les Indiens de l'industrie pharmaceutique. On voit aujourd'hui que il y a des restrictions d'exportation. Or, pourquoi l'industrie de fabrication de médicaments s'est autant délocalisée? Ce n'est pas une industrie qui emploie beaucoup de main-d'œuvre, c'est une industrie sur laquelle on impose dans nos pays des normes environnementales exigeantes, et c'est tout à fait normal qu'on ne souhaite pas produire dans n'importe quelles conditions pour la santé des travailleurs, des riverains et de l'environnement, mais on est un peu hypocrite, parce que comme riverain et comme producteur, on veut que les choses soient propres, mais comme consommateur, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on achète des choses qui sont produites ailleurs dans des conditions réglementaires, notamment par rapport à l'environnement ou à la santé des gens, qu'on n'accepte pas chez nous. Donc, je pense qu'il faut réfléchir un peu à ça. Quand une production est délocalisée dans un pays parce qu'il fait mieux, parce qu'il a plus de compétences, parce qu'il a plus de capacités, c'est la règle du jeu de la concurrence équitable. Quand c'est juste parce qu'on s'impose des règles en tant que producteur, mais on ne se les impose pas en tant que consommateur, ça soulève un certain nombre de sujets.
Et d'ailleurs, on a le même sujet, pardon, dans l'agriculture. C'est exactement, sous votre propos, s'applique tout à fait à l'agriculture. On impose des normes incroyables à nos producteurs locaux et on fait rentrer des produits de l'étranger qui sont pleins de pesticides, etc. Donc, il y a une incohérence parfois dans les normes qu'on s'impose à nous-mêmes, au-delà du consommateur qui fait ses choix et ce qu'on fait rentrer sur le territoire. Et attention, je ne dis pas qu'il y a trop de normes, c'est-à-dire c'est parfaitement légitime qu'on dise Alors moi, je le dis ne pas produire des choses pleines de pesticides, mais dans ce cas-là, il faut être cohérent et dire on ne veut pas consommer des choses pleines de pesticides. Et donc, voilà. si on s'interdit de les produire chez nous, on s'interdit aussi de les importer. Exactement, oui. J'ai deux questions là qui viennent qu'on peut jumeler. Alors, j'ai une espèce d'intuition que Armelle Weissmann, ça devrait probablement la faire réagir. La première, c'est une question qu'on se pose depuis un certain temps. Alors, peut-être qu'elle va être remise d'actualité. Est-ce qu'il n'est pas venu le moment de construire, demande Marie, ou d'utiliser un nouvel indicateur que celui du PIB, du produit intérieur brut? Vous savez, il y avait eu des indicateurs qui avaient été imaginés par le passé dans les années 70, notamment le BNB, le bonheur national brut. En tout cas, le calcul de la croissance, et ça nous ramènera à la question d'infusion sur croissance ou fin de la croissance. Est-ce que le PIB est toujours l'indicateur macroéconomique le plus pertinent? Et Camille qui se demande si toute cette bonne volonté que nous sommes en train de développer, notamment au cœur du débat que nous tenons aujourd'hui, et bien, si cette bonne volonté, cette espèce de mouvement vertueux vers une économie différente, plus locale, plus circulaire, plus respectueuse du partage de la valeur, tiendra face aux accords de l'OMC, demande Camille. Il y a bien sûr une critique à peine dissimulée de le nouveau monde que nous pourrions imaginer face au libre-échange d'hier. Je ne sais pas qui veut s'exprimer sur ces questions, peut-être Armelle, mais allez-y. Je veux bien. Allez-y. La première chose, c'est je voudrais me garder du risque de caricaturer les uns et les autres, les uns contre les autres. C'est Ça me semble très bien. Trop simpliste et dangereux. Voilà, donc ça c'est la première chose. Bon, le sujet de la croissance versus la décroissance, évidemment c'est un sujet qui m'intéresse, vous l'avez tout à fait bien intuité. Je ne suis pas sûre, je suis plutôt amatrice des propos de Bruno Latour, je ne suis pas sûre qu'il faille poser les questions en ces termes. Je pense qu'il faut des nouveaux indicateurs de prospérité, c'est certain, que le PIB qui avait été établi après la crise de 29 et les économistes qui l'avaient établi avaient indiqué la limite de l'indicateur et le fait qu'il devait être temporaire. Bon, il est temporaire, mais depuis longtemps. Donc, évidemment, il faut le remettre en question. Il faut comprendre quel est son calcul, quels sont les enjeux. Voilà, donc, oui, c'est un indicateur qui doit être bousculé et qui doit être réinterrogé aussi au regard, et je voudrais juste réagir à ce qui a été dit précédemment, sur l'adolescent, est-ce qu'il grandit encore? Je pense que tous ces indicateurs économiques et ces évolutions doivent intégrer les travaux des derniers scientifiques. S'il y a bien une chose que nous prouve cette crise, c'est que ce serait bien de remettre les travaux scientifiques au cœur et de les écouter un peu, nos scientifiques. C'est la théorie des 9 limites planétaires, pour moi, qui est essentielle, à la fois donc les enjeux qui touchent le climat, la perte de la biodiversité. Je ne vais pas vous les faire les 9, mais je conseille à tous ceux qui sont intéressés de taper 9 limites planétaires sur Google, vous allez voir, c'est très intéressant. Mais qui explicite qu'à un moment donné, oui, on ne peut pas croître indéfiniment puisqu'on a des limites très, très claires qui sont la planète, qui sont l'espace dont on dispose. On voit bien qu'on a des problématiques de trouver des sols pour faire planter des choses et nourrir des gens. On a des problématiques de pollution chimique qui limitent ici ou là l'accès à l'eau. Voilà, donc on a des limites qui existent et donc ces éléments-là seraient sans doute à prendre en compte beaucoup plus profondément dans l'ensemble des indicateurs économiques. Et il y a tout un tas d'économistes qui se penchent sur le sujet. Il y a plein de travaux formidables que je serais ravie de donner à ceux qui s'y intéressent. Donc voilà, le sujet de la remise en cause des indicateurs, il est réel, mais encore une fois, moi je trouve limitant de nous opposer les uns les autres, parce qu'à se caricaturer, on finit par passer à côté des vrais débats. Il y a un enjeu, et évidemment là, de s'interroger sur quels sont les éléments de socle, à la fois social et économique, et on le voit, la crise réinterroge les éléments essentiels. Donc on voit bien qu'il y a le sujet du médical qui rentre évidemment en première ligne de compte, il y a le sujet de l'alimentaire, il y a peut-être un certain nombre de secteurs sur lesquels il faut reprendre de la planification à très long terme avec des considérations qui sont très larges et globales, et ensuite il faut sans doute créer, et je vois qu'il est 12h59, mais créer des plateformes de discussion avec des gens venus d'univers très différents, parce que je pense qu'on a chacun l'habitude d'être chacun dans nos chapelles, dans nos cercles de discussion, dans nos cercles de réflexion, et l'occasion d'échanger et d'essayer d'apprendre les uns des autres et de comprendre les contraintes des autres, disons, de se mettre d'accord sur des accords et de comprendre quelles sont les pistes pour travailler ensemble et construire. Je pense que c'est absolument, absolument essentiel, et voilà, je me méfie du débat actuel qui oppose le temps d'avant, le temps d'après, le temps d'après-demain. Voilà,
je pense qu'il faut construire ensemble avec un certain nombre de nouveaux éléments à intégrer dans des choses qui ont très bien marché. Donc, ne balançons pas le bébé avec l'eau du bain. Mais en même temps, on peut peut-être renouveler l'eau un peu. Ça rejoint les Je propos. pourrais ajouter juste un petit point, s'il vous plaît. Alors, allez-y, Adrien, allez-y. Et puis, ce sera probablement le mot de la fin. Allez-y. Non, juste, je reviens sur toutes ces notions autour de la croissance, décroissance. Et je pense qu'il y a un point, pour illustrer ce qu'on s'est dit avant, c'est que longtemps, la croissance, on a utilisé la consommation finalement pour faire grandir la croissance. Et le point, si jamais on veut consommer différemment et peut-être moins consommer, on pourrait peut-être arriver avec un monde qui serait en déconsommation, mais pas forcément en décroissance. Donc la question peut-être à se poser, c'est cette corrélation qui était jusqu'à présent très importante entre consommation et croissance et qui va peut-être changer. Je vous remercie tous d'avoir participé. Il y avait encore pas mal de questions qui étaient posées. Merci donc Thierry Veil pour la Fabrique de l'Industrie, Armel Weissmann pour le réseau Entreprendre, Alexandra Dublanche pour la région Île-de-France, Jean-Louis Chaussade, Suez, Denis Ranc, le groupe Airbus et Adrien Gégère pour l'Occitane. J'invite tous ceux qui sont en train de nous écouter, qui ont abondamment réagi, à poursuivre s'ils le souhaitent le débat en se rendant sur recovery.wiki, W-I-K-I. C'était le deuxième donc, débat de l'initiative Recovery porté par Mirova et Faber Nobel. Il y en aura un la semaine prochaine qui portera sur la reconstruction de l'économie post-crise sanitaire. Allons-nous vers une nouvelle organisation de notre économie sous forme d'écosystème? Et puis, on l'a commencé à l'aborder très, très brièvement tout à l'heure avec Jean-Louis Chaussade. Le quatrième de ces débats portera sur le rôle social de l'entreprise. Vous avez tous suivi, comme moi, tous ces débats autour de la loi PAC, la réécriture de certains articles du Code civil pour aller vers l'entreprise à mission, éventuellement la mise en place de raisons d'être qui pouvaient s'inscrire dans les statuts de l'entreprise. Tout cet univers qui rejoint les normes que vous connaissez autour de ces sigles un peu barbares, que ce soit RSE, ISR ou encore ESG. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Vous poursuivez le débat sur recovery.wiki et il y aura donc un nouveau débat sur les grandes questions économiques posées par cette crise sanitaire dès la semaine prochaine, mardi prochain, à partir de midi. Ce sera en direct. Merci. Merci. Au revoir, merci.